tensions en Cisjordanie, attaque à l'arme blanche. 2 soldats israéliens ont été blessés. L'assaillant a été abattu par les forces de sécurité. Les États-Unis intensifient leur aide aux forces yéménites et étrangères qui affrontent les rebelles houthis. Washington accélère ses livraisons d'armes à ses alliés du Golfe. La situation humanitaire est toujours aussi préoccupante. Et sur le plan intérieur aux États-Unis, les tensions raciales ravivées par une nouvelle bavure policière. Un agent a été inculpé après avoir abattu un jeune noir désarmé. Il encourt la peine de mort. Bonsoir, bienvenue à la une du Grand Direct ce soir. Ces nouvelles violences en Cisjordanie. 2 soldats israéliens ont été blessés après une attaque à l'arme blanche. L'assaillant a été abattu par les forces de sécurité israéliennes. Pendant ce temps-là, dans la bande de Gaza, une délégation turque est en visite pour évoquer la reconstruction de l'enclave au moment où le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, accuse le Hamas de mener des négociations secrètes avec Israël. On va parler de tout cela avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Ali Waked, bonsoir, spécialiste du monde arabe. Avi Pazner, bonsoir, ancien ambassadeur israélien. Et Dror Even Sapir, merci d'être avec nous, notre spécialiste des questions politiques. Analyse à suivre dans un instant. C'est au programme du Grand Direct. النظرية الإسرائيلية اللي موافقين عليها حماس إنه دولة في غزة تأخذ لها شقفة أرض من سيناء. هذا المشروع ماشي من 2003 للآن ماشي. ثم حوار ثم لقاءات ثم حوار ثم لقاءات حتى اليوم. واحد ثالث وهو الزهار قال نحن مع دولة غزة. Et on va donc tout d'abord parler de cette attaque à l'arme blanche en Cisjordanie. 2 soldats israéliens blessés, l'assaillant abattu. Ça s'est passé au carrefour de Shiloh. Tous les détails dans ce sujet signé Maxime Pérez. Le carrefour de Sinjil, au nord de la Cisjordanie. Sur ce banal axe routier qui mène à l'implantation juive de Maale Levona, 2 militaires israéliens ont été poignardés par un Palestinien ce mercredi matin. L'attaque s'est déroulée peu après 10 heures. Un Palestinien de 29 ans, en apparence calme et non armé, s'en prend à un premier soldat. Après lui avoir asséné 2 coups de couteau dans le dos, il se rue sur la Jeep de patrouille et parvient à surprendre un autre soldat, qui l'atteint encore plus grièvement. Le premier soldat parvient à se lever, il charge son arme et abat l'assaillant sans sommation. À l'intérieur de la Jeep, le second soldat, membre d'une unité de la défense passive, est évacué par hélicoptère dans un état grave. Direction l'hôpital M. Kerem de Jérusalem, où son camarade est aussi acheminé par ambulance. J'ai compris qu'il s'agissait d'un terroriste, j'ai vu son couteau avec lequel il m'a poignardé, j'ai entendu ses cris et ceux de mes amis à l'intérieur du véhicule, j'ai compris qu'il fallait le neutraliser. Sur les lieux de l'attentat, des soldats ratissent le secteur, tandis que la maison de Mohamed Krakara, le terroriste, est investie par l'armée israélienne. Son père, brièvement interrogé, n'a finalement pas été arrêté. Sa maison n'est pas loin, il se rend à pied au travail dans le village de Tourmous. Je le connais bien et le conduis même parfois en voiture. C'est un type droit qui aime son travail, la vie, il n'a jamais fait de mal à personne. Peu après l'incident, le corps du terroriste a été transféré à l'Institut médico-légal de Tel Aviv. Pour tenter de comprendre les motifs de son geste, une enquête a été ouverte avec l'appui du Shabak, les services de sécurité intérieure. Cette attaque au couteau est la seconde à viser des militaires israéliens dans l'espace d'une semaine en Cisjordanie. Pas de quoi élever l'état d'alerte de Tzahal dans le secteur, mais vigilance tout de même, alors que les fêtes de la Pâque juive se prolongent jusqu'à samedi soir. Cette période attire beaucoup de visiteurs israéliens dans la région. Et nous sommes en ligne tout de suite avec Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne. Bonsoir.
Bonsoir. Alors selon vous, quelle est la portée de cette attaque? Est-ce qu'il s'agit d'un acte isolé? Écoutez, moi je ne suis pas du tout celui qui prend ces actes isolés pour des actes isolés. Je pense qu'il y a une atmosphère depuis maintenant pas mal de temps où des terroristes palestiniens, qu'ils soient isolés ou qu'ils soient formés au départ, attaquent avec le but de vouloir assassiner des Israéliens. À chaque fois, on nous dit que c'est un acte isolé. À chaque fois, on doit être surpris par le fait que ce soit ici un employé modèle ou ici quelqu'un qui va au travail ou ici qui a un père de famille. Je pense qu'on a affaire ici à un autre type d'intifada qu'on peut appeler fait d'actes isolés, mais elle regroupe en fait une atmosphère générale qui est encouragée par les groupes terroristes et par l'idéologie islamiste intégriste et également par le fait que l'autorité palestinienne, à peu près tous les 2 ou 3 jours, scande qu'il faut libérer les lieux saints et qu'il faut faire une grande manifestation de millions de Palestiniens pour libérer la Palestine. Donc tout cela réuni fait que on a des gens qui un matin, effectivement, prennent un couteau, prennent une arme et vont tuer des juifs parce qu'il y a une atmosphère qui encourage cela et c'est dû au fait encore que le leadership palestinien encourage cette activité violente et qui malheureusement peut tuer. Ce matin, on a eu de la chance, mais encore une fois, on a quand même des blessés, dont un blessé grave, et ceci ne va pas s'arrêter. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, pour cette analyse. Avi Pazner, Olivier Rafovitch qui parle d'un autre type d'intifada, vous iriez jusque-là? Non, je n'irai pas jusque-là. Je crois qu'il s'agit d'incidents isolés. Le nombre de ces incidents est important. Je ne crois pas, enfin, je ne sais pas, il va y avoir une enquête. Ça n'a pas l'air d'être l'acte de quelqu'un qui a une organisation derrière lui, plutôt un loup solitaire. Le problème, c'est que dernièrement, nous avons beaucoup trop de loups solitaires. Cela pose un problème de sécurité. Je ne crois pas que nous sommes à la veille d'une intifada. Il y a beaucoup de raisons qu'on peut développer, mais je ne crois pas que Mahmoud Abbas a maintenant un intérêt à une intifada. Israël n'a certainement pas un intérêt à chauffer les esprits et réchauffer l'atmosphère. Donc je crois qu'il nous faudra continuer de combattre ces incidents isolés du mieux que nous pouvons. Alors vous l'avez dit, Mahmoud Abbas, Dror Ben Sapir, qui n'a pas intérêt à une intifada. On sait qu'il mène une offensive diplomatique qui est très présente dans les médias. Et pour certains analystes, eh bien, c'est sa façon à lui justement de contenir une intifada. Jusque quand est-ce que cette stratégie, elle peut être efficace ? Le problème de Mahmoud Abbas, peut-être de la direction palestinienne dans son ensemble, c'est qu'elle ne parle pas d'une seule et même voix. Parce que Mahmoud Abbas, il y a quelques jours, a encore répété que sa main était tendue pour des négociations de paix avec Benjamin Netanyahou, avec Israël, et qu'il pouvait, sans aucune condition presque, revenir à la table des négociations, ce qui est en contradiction avec la stratégie choisie par la direction palestinienne, à savoir celle d'une reconnaissance de plus en plus large de l'État palestinien par les instances internationales de l'ONU, avec un effort particulier vers le tribunal international de la Haye, où on sait que les Palestiniens, que l'autorité palestinienne en tant qu'État a été admise comme membre du tribunal international de la Haye, ce qui peut avoir des conséquences assez graves pour Israël et ce qui peut être à double tranchant aussi du point de vue palestinien. Mais on a quand même Abbas qui, malgré cette stratégie, affirme qu'il est prêt à un retour à la table des négociations. Et puis on a l'un de ses proches conseillers, le négociateur en chef Saeb Erekat, qui, encore très récemment, accuse Benjamin Netanyahou d'être un criminel à la tête d'une organisation, je cite Saeb Erekat, appelée l'État juif, de la même manière que le dirigeant du Daesh, de l'État islamique, est à la tête d'une organisation qui s'appelle donc l'État islamique. Donc, il a des propos qui, bien évidemment, ne témoignent pas d'une volonté de négocier, bien au contraire, mais qui témoignent d'une volonté de rentrer dans une situation de conflit diplomatique ouvert. Alors, double langage peut-être au sein du leadership palestinien, mais sur le terrain, c'est l'unanimité. Il y a toujours cette coopération entre les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes. Oui, tout à fait, Daniel. Et cette coopération se maintient malgré le fait que les membres des services de sécurité palestiniens depuis 3 ou 4 mois ne reçoivent
reçoivent pas leur salaire d'une façon régulière, dû au fait qu'Israël a arrêté le transfert de l'argent des impôts palestiniens à l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas, au cours de sa campagne diplomatique, fait tout pour que la situation ne se dégrade pas, ne se détériore pas à une intifada ou quelque chose qui peut ressembler à un mouvement violent qui peut mettre les bâtons dans la machine diplomatique qu'il mène depuis quelques mois d'une façon relativement efficace. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec Dror sur le double langage. Au sein des gouvernements, au sein des directions, il y a souvent un double langage. On peut entendre Benjamin Netanyahu, avant la campagne électorale, parler de deux États. Son numéro 2, Avigdor Lieberman, ou son numéro 3, Naftali Bennett, était contre la création de l'État palestinien. La répartition de rôle au sein des directions, c'est quelque chose de très connu dans les sciences politiques. C'est même un outil dans la vie diplomatique. Abou Mazen est prêt à revenir à la table de négociation, mais il veut en revenir avec la parapluie de la communauté internationale, avec un délai, une date butoir aux négociations. Et en ce qui concerne le tribunal pénal international, jusqu'à présent, les Palestiniens, à part le dépôt de la demande d'être acceptés, n'ont pas mené aucune marche pour poursuivre Israël. Parce qu'ils savent que aller dans ce schéma signifie un consensus auprès de la direction israélienne de ne pas négocier avec l'autorité palestinienne. Dans ce cas-là, il n'y a pas une carotte et un bâton. L'autorité palestinienne doit choisir entre le trajet du tribunal et entre sa volonté soit de revenir à la négociation directe avec Israël, soit d'imposer des négociations au gouvernement israélien par l'intermédiaire du Conseil de sécurité. Alors en attendant de revenir à des négociations directes avec Israël, eh bien Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, accuse justement le Hamas de mener des négociations secrètes concernant l'avenir de la bande de Gaza. Je vous propose de l'écouter, on en reparle tout de suite après. Ce plan est en cours depuis 2003 déjà. Je défie quiconque de prouver qu'il n'y a pas de négociation secrète entre le Hamas et Israël. Un dialogue est établi entre les deux parties. J'insiste, à ce jour, il y a des réunions entre eux, des entrevues. Le Hamas a déjà montré qu'il était d'accord avec le point de vue israélien. Et je vais vous expliquer comment. Nous parlons d'un État à Gaza avec un morceau de terre du Sinaï. Il n'y a pas seulement des discussions, il y a des actions concrètes. Souvenez-vous, déjà dans le passé, il y avait des caravanes dans le Sinaï prêtes à accueillir les Palestiniens. Avi Pazner, une réaction, vous y croyez à ces négociations secrètes entre Israël et le Hamas? Non, je ne crois pas à des négociations secrètes. Je crois qu'Israël et le Hamas ont un intérêt mutuel pour le moment de préserver une tranquillité, une sécurité sur leurs frontières. Donc Israël fait des gestes. Par exemple, il y a beaucoup de camions, beaucoup plus qu'avant, de camions avec des vivres, avec même du ciment, qui passent d'Israël à la bande de Gaza. Et pour quelle raison? Pour que la population de Gaza ait un minimum de vivre comme il faut, okay, et que ça ne pousse pas le Hamas à reprendre les hostilités. Mais de là à aller jusqu'à des négociations secrètes pour établir un État... Et il donne des détails, Mahmoud Abbas. Oui, mais vous croyez vraiment que Israël est prêt à accepter un État palestinien du Hamas, alors qu'on discute encore si on est prêt à accepter un État palestinien de Mahmoud Abbas? Deux remarques, Daniel. Un, il n'y a pas de négociation directe entre le Hamas et entre Israël, mais il y a une médiation très sérieuse du Qatar pour essayer d'établir cette trêve de 5 ans cesser le feu. Un. Deux, Avi Pazner parle que Israël et le Hamas ont un intérêt à conserver le calme sécuritaire. Pour le moment, Ils ont un intérêt
ils ont un intérêt à garder le status quo politique à la bande de Gaza et non pas seulement le calme sécuritaire. Le Hamas ne veut pas voir un État palestinien dans le sens classique dont la communauté internationale en parle, et le gouvernement israélien partage cette vision de ne pas vouloir voir un État palestinien être créé. Donc, 2. 3, Avi Pazner, vous parlez des camions, mais les camions n'ont pas de but humanitaire. Les camions ont un but aussi de réserver le calme pour qu'il n'y ait pas une insurrection à l'intérieur de la bande de Gaza contre le Hamas, et non pas pour que le Hamas ne prenne pas les hostilités contre Israël. On n'est pas d'accord sur ce point, Ali, on n'est pas d'accord sur ce point. Je crois qu'il y a un intérêt israélien à que le niveau de vie à Gaza soit un niveau de vie respectable, pour maintenir le calme avec Israël. Je crois que pour Israël, et comme moi je le comprends, c'est là, envers Gaza, la chose principale. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire quelque chose d'ironique. Mahmoud Abbas, c'est lui le président de ce gouvernement. C'est-à-dire, il parle... Qu'est-ce qu'il dirige là? C'est lui le chef du gouvernement avec Hamas dedans. Non, donc si c'était vraiment vrai, Hamas n'est pas dans le gouvernement. Le Hamas boycotte le gouvernement. Le Hamas aujourd'hui a été à la tête d'une rencontre des différentes fractions palestiniennes pour décider qu'on boycotte les ministres du gouvernement de réconciliation palestinien. Le premier ministre palestinien était là-bas il y a juste 2 semaines. Il était là-bas et il a été boycotté par les dirigeants du Hamas et par les alliés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de réconciliation entre le Hamas et le Fatah aujourd'hui. C'est ça qui entrave la reconstruction dans la bande de Gaza. Vous vouliez réagir? La réconciliation entre le Hamas et le Fatah, mais je vais peut-être réconcilier Ali Wakel et Avi Pazner, parce que, en fait, c'est amical, le débat avec Ali est toujours amical. L'histoire des poids lourds avec les cargaisons, avec les vivres qui transitent par les points de passage entre Israël et la bande de Gaza peut servir les deux intérêts dont Avi Pazner et Ali Wakel nous ont parlé. Effectivement, maintenir un niveau de vie acceptable pour que les Gazaouis aient quelque chose à perdre si le Hamas se lance dans de nouvelles hostilités, et également conforter le pouvoir du Hamas effectivement dans la bande de Gaza. Ça peut paraître paradoxal de dire qu'Israël cherche à conforter le pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza, mais les dirigeants israéliens, militaires et politiques savent bien que si le Hamas tombe dans la bande de Gaza, eh bien une situation d'anarchie va s'installer qui pourra profiter à des groupes djihadistes, et de cela personne ne veut. Et toi, Daniel, ça sert aussi l'industrie et l'économie israélienne. Il s'agit des camions qui portent des centaines de millions de dollars par an de la marchandise israélienne à la bande de Gaza, une marchandise qui est payée soit par le gouvernement du Hamas, soit par des commerçants gazaouis. Donc il ne s'agit pas d'une aide humanitaire que les Israéliens... Alors justement, pourquoi cette aide humanitaire? Parlons-en. Ces fonds, en tout cas occidentaux, je voudrais qu'on parle de la reconstruction de la bande de Gaza. Le mot d'aide humanitaire, Ali. Alors je voudrais qu'on parle en tout cas de cette reconstruction. J'ai parlé d'intérêt, qu'il y a un intérêt, et je suis d'accord, ça peut servir plus qu'une chose, d'accord? Mais de là à établir un État palestinien, avec un morceau du Sinaï, comme le dit Mahmoud Abbas, c'est impossible, j'y crois pas. L'Égypte va abandonner 1 centimètre carré du Sinaï pour le Hamas, alors que l'Égypte combat maintenant l'islam extrémiste au Sinaï même. L'Égypte... Je suis d'accord avec Avi Pazner pour la simple raison, le Hamas ne croit pas dans la création d'un État palestinien. Pour le Hamas, la bande de Gaza, la Cisjordanie, la bande de Gaza et la Cisjordanie unie doivent faire partie d'un État islamique. Quand on a demandé... Et même Israël à terme. Bien sûr, bien sûr. Quand on a une fois demandé à Mahmoud Abbas sur ce, on a parlé au début de l'émission de double langage, quand on entend parfois des dirigeants du Hamas parler, on ne va pas accepter moins que les territoires de 48, et d'autres dirigeants qui parlent... Quand il y a une telle différence d'idéologie, le prochain round, la prochaine guerre, elle est pour dans les prochains mois, les prochaines... Si elle a lieu pour des raisons tactiques internes parfois, parce que le Hamas a proposé, le Cheikh Ahmad Yassine, depuis une vingtaine d'années, présente une trêve, Avi Pazner la connaît, de 50 ans, de 75 ans. Et ce n'est pas quelque chose d'étranger à l'histoire de l'islam, de présenter à vos ennemis une trêve quand ça vous convient, pour essayer de la rompre quand ça vous convient. C'est pour cela, ce que le Hamas essaie de proposer par le biais du Qatar et des Suisses et des autres, d'ailleurs tous les diplomates
occidentaux qui mettent le pied à la bande de Gaza. Ils reviennent en Israël avec un papier du Hamas où il y a 7-8 clauses définissant les conditions pour que le Hamas accepte cette trêve. Et dans ces conditions, il n'y a pas une clause politique. Il y a la reconstruction de la bande de Gaza. Et on parle de choses très pratiques. Tout à fait. Alors, je voudrais qu'on parle justement de ce ballet diplomatique que vous évoquiez. On parle aujourd'hui, Avi Pazner, d'une visite d'une délégation turque dans la bande de Gaza pour évoquer cette reconstruction. Cette visite, elle est motivée notamment par cette lutte d'influence entre la Turquie et l'Iran dans la région. Et pas seulement entre la Turquie et l'Iran, mais aussi avec l'Égypte. C'est-à-dire, vous avez trois grandes puissances. Elle n'est pas hors jeu, l'Égypte, aujourd'hui. Pardon ? Elle n'est pas hors jeu, aujourd'hui, l'Égypte. Non, pas du tout, puisque c'est elle qui bloque aujourd'hui la venue à Gaza. Donc, elle n'est pas hors jeu. Au contraire, l'Égypte est extrêmement influente, peut-être la plus influente avec Israël sur l'avenir de la bande de Gaza. Et là, vous avez vraiment trois grandes puissances, la Turquie, l'Iran et l'Égypte, chacune avec 80 millions d'habitants, trois grandes puissances, qui manœuvrent maintenant pour essayer justement, un, pour bloquer le Hamas, c'est l'Égypte, l'autre pour encourager le Hamas, c'est la Turquie, et l'autre pour reconquérir le Hamas, et c'est l'Iran qui maintenant finance le Hamas directement. Et là, vous avez ce jeu diplomatique. Et ça peut redonner un statut au Hamas, que l'on disait affaibli avant la guerre. Cette lutte, justement, entre la Turquie et l'Iran pour réapprovisionner le Hamas, ça lui donne une nouvelle puissance ? Le Hamas est très affaibli de par la politique égyptienne. L'Égypte a clôturé la bande de Gaza, ok ? Et c'est l'Égypte maintenant qui décide qu'est-ce qui entre à Gaza, qu'est-ce qui n'entre pas à Gaza, exactement comme Israël. Okay. La Turquie, depuis 10 ans déjà, depuis qu'Erdogan a décidé de prendre cette direction islamiste, la Turquie soutient le Hamas. Ça se sait. D'ailleurs, Israël n'a pas accepté, pendant la guerre de l'été dernier, n'a pas accepté une médiation turque. Okay. Parce que la Turquie, avec laquelle nous avions une fois de bonnes relations, s'est rangée maintenant de l'autre côté. Vous êtes d'accord, Alice ? Le Hamas est affaibli, c'est sans doute grâce ou suite à la politique égyptienne. Ça, c'est d'un côté. Mais deux, il ne faut pas oublier que dans les dernières semaines, il y a eu un développement politique très important, et c'est la guerre au Yémen. Cette coalition arabe où l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Qatar, le grand patron du Hamas, mais aussi la Turquie fasse partie. C'est vrai que la Turquie ne fait pas partie des forces qui frappent au Yémen, mais la Turquie met toutes ces informations, son intelligence au service des forces arabes. L'Arabie saoudite qui dans le processus de la construction de cette coalition, a essayé de mener un processus de rapprochement entre la Turquie et l'Égypte, d'un côté. De l'autre côté, le Hamas, allié ou ancien organisation financée par l'Iran, a publié une déclaration qui dit que l'organisation soutient la guerre menée par cette coalition arabe au Yémen. Et donc, le Hamas est affaibli, le Hamas est isolé, oui, mais le Hamas est aujourd'hui au centre d'une jeu de force entre la coalition menée par l'Arabie saoudite qui en profite, qui essaye même de calmer les tensions entre l'Égypte et le Hamas. Et moi, je ne serais pas surpris si dans des semaines à venir, suite à la fin de la guerre au Yémen, l'Arabie saoudite va essayer de mener un processus de réconciliation entre le Hamas et l'Égypte. Alors il y a un contexte régional qui pèse, il y a également un contexte intérieur, c'est la formation d'une coalition ici en Israël. Est-ce que la couleur que Benyamin Netanyahou va donner à sa coalition peut influer sur l'avenir des relations entre Israël et le Hamas ? Oui, probablement. Vous savez qu'on parle beaucoup, les rumeurs sont persistantes sur l'éventuelle formation d'un éventuel gouvernement d'union nationale avec la participation des travaillistes de l'Union sioniste dans le prochain gouvernement, dans le 4e gouvernement Netanyahou. Ce n'est pas une certitude, les rumeurs en tout cas sont persistantes. La question est de savoir dans quelle mesure, après une victoire électorale aussi éclatante que celle qu'a remportée Benyamin Netanyahou, si les travaillistes rentrent au gouvernement, dans quelle mesure pourront-ils véritablement peser sur la politique extérieure ? Tout dépend bien évidemment des portefeuilles ministériels qui leur seront réservés. Encore une fois, dans l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale, si Yitzhak Herzog est nommé ministre des Affaires étrangères, peut-être que l'image d'Israël
au sein du monde occidental, dans les relations avec les États-Unis, sera améliorée, mais dans la politique extérieure, dans la politique palestinienne d'Israël, pourrait-on véritablement assister à un véritable changement, alors que c'est Benyamin Netanyahou qui sera, en dernier recours, le seul maître à bord? Donc sous Benyamin Netanyahou, c'est le statu quo qui va régner, Avi Pazner? Bien, si Netanyahou forme un gouvernement de droite avec les religieux, je crois que vous verrez, oui, un certain gel, un statu quo. Mais comme Dror, je ne suis pas persuadé que c'est là le gouvernement que nous aurons, parce que Netanyahou n'aime pas être dans cette position. Netanyahou, qui a fait beaucoup de déclarations très fortes avant les élections, connaît très bien la scène internationale. Et il ne veut pas être pris seulement avec un gouvernement de droite parce qu'il sait exactement ce qui va se passer face à l'Amérique, face à l'Europe. Donc je ne serais pas surpris si à la fin des 4 semaines, des premières 4 semaines et au début des 2 semaines décisives, qu'il y ait une ouverture vers le parti travailliste, parce que je crois que Netanyahou a besoin de cette légitimité internationale, même s'il y a un certain coût. Oui, il faut donner des portefeuilles prestigieux à un parti qui a quand même 24 membres à la Knesset. Et c'est le scénario cauchemar auprès de l'autorité palestinienne de voir un gouvernement d'union nationale qui blanchit les vraies intentions de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou, selon l'autorité palestinienne, a dit toute la vérité quand il a dit pendant la campagne qu'il est contre un État palestinien, qu'il n'y aura pas sous son mandat un État palestinien, et voir Bougie Herzog et Tzipi Livni faire partie de son gouvernement, pour l'autorité palestinienne, c'est une autre expérience, comme c'était le cas dans les dernières années des ministres de gauche ou centristes qui blanchissent le vrai visage de Benyamin Netanyahou au sein de la communauté internationale. Et ça pourrait entraver son initiative diplomatique à Mahmoud Abbas? Oui, tout à fait, parce que quand Tzipi Livni s'assoit, ou Bougie Herzog s'assoit avec les ministres des États-Unis ou de l'Union européenne, l'atmosphère est totalement différente quand c'est le cas d'Avigdor Lieberman ou de Naftali Bennett. Avi Pazner. Oui, je suis complètement d'accord avec Ali sur ce point. Et c'est pour cela que moi, personnellement, contrairement à Mahmoud Abbas, si je peux me permettre, je suis pour une coalition d'union nationale, justement parce que je suis tellement sensible au standing international d'Israël, aux relations avec les États-Unis, aux relations avec les Palestiniens, que je crois que ce qu'il faut à Israël maintenant, c'est un gouvernement le plus large possible, comprenant le centre-gauche et le centre, ok? Et j'ai beaucoup d'informations à ce sujet, et je sais, vous parliez tout à l'heure, Ali, de contacts secrets entre Israël et le Hamas. Il y a des contacts secrets entre Netanyahou et Herzog. Quels sont-ils, ces contacts secrets? Et s'ils sont secrets, on ne peut pas en parler par définition. En Israël, il est probable qu'il y a effectivement des contacts autour de l'éventuel établissement d'un gouvernement d'union nationale. C'est pas non plus impossible que ce soit pour faire baisser les enchères qui sont montées par les autres partenaires éventuels d'une coalition qui serait plus restreinte, Lieberman, Bennett, etc. Donc ça peut être tactique. Mais si un gouvernement d'union nationale se crée, est-ce que véritablement ce sera un véritable changement de politique, ou un changement qui concerne l'image internationale d'Israël, et uniquement l'image internationale d'Israël? Merci beaucoup, Dror Even-Sapir. Merci Avi Pazner et Ali Waked d'avoir participé à cette première partie. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour la suite du Grand Direct. Soyez au rendez-vous. Nouvelle tension en Cisjordanie, attaque à l'arme blanche. 2 soldats israéliens ont été blessés. L'assaillant a été abattu par les forces de sécurité. Les États-Unis intensifient leur aide aux forces yéménites et étrangères qui affrontent les rebelles Houthis. Washington accélère ses livraisons d'armes à ses alliés du Golfe. La situation humanitaire est toujours aussi préoccupante. Et sur le plan intérieur, aux États-Unis, les tensions raciales ravivées par une nouvelle bavure policière. Un agent a été inculpé après avoir abattu un jeune noir désarmé. Il encourt la peine de mort.
14e jour de l'intervention militaire de la coalition arabe au Yémen. 11 personnes au moins ont été tuées à Aden, la grande ville portuaire du sud. Ça s'est passé lors d'affrontements entre rebelles chiites et partisans du président Hadi. De son côté, Washington accélère ses livraisons d'armes à ses alliés du Golfe pour soutenir les opérations contre les Houthis. Les détails avec Julia Galancia. Les combats continuent à Aden. Avec des obus de mortier et des canons de char, les rebelles pillonnent certains quartiers de la ville. Des cadavres gisent dans les rues et à l'hôpital, certains blessés ne peuvent être soignés faute de moyens. Médecins sans frontières a enfin réussi ce mercredi à acheminer dans la ville une cargaison de plus de 2 tonnes de matériel médical. C'est la première fois depuis le début de l'intervention militaire, une aide indispensable. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous manquons de chirurgiens et de médecins spécialistes. Les gens sont en train de mourir faute de traitement. Nous avons aussi besoin de médicaments et d'infirmiers. La situation est vraiment très catastrophique. Depuis le 19 mars, les violences ont fait 540 morts et 1700 blessés selon l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'UNICEF, 74 enfants seraient morts, 1 million n'iraient plus à l'école et le conflit aurait déplacé 100 000 personnes. Outre les coupures d'électricité et les difficultés d'approvisionnement, la population se plaint d'un manque d'eau potable qui peut ouvrir la voie à de nombreuses maladies. Washington a accéléré des livraisons d'armes à ses alliés du Golfe. Le ministre américain de la Défense a reconnu ce mercredi qu'Al-Qaïda dans la péninsule arabique progressait sur le terrain. La menace terroriste en Occident, y compris aux États-Unis, de la part d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, est une menace sérieuse et constante. Nous continuerons de combattre cette menace. Évidemment, nous allons adapter notre approche face à la menace en accord avec les circonstances. Et bien évidemment, nous espérons restaurer l'ordre au Yémen. La coalition affirme que la finalité de l'opération est de rétablir le président légitime chassé par les Houthis. L'Arabie saoudite a mobilisé 150 000 hommes à sa frontière avec le Yémen, mais reste évasive sur une intervention terrestre massive. Ses partenaires du Golfe poussent vers des sanctions de l'ONU contre le chef des Houthis et le fils de l'ancien président Saleh. Les rebelles font la sourde oreille alors que des pays comme la Turquie et l'Iran, le premier soutenant l'Arabie saoudite et le second les Houthis, souhaitent un arrêt du conflit sans dire comment. Une opération militaire dans le camp de Yarmouk est inévitable, c'est ce qu'affirme aujourd'hui le ministre syrien de la Réconciliation nationale, alors que les djihadistes de l'État islamique ont pris le contrôle d'une grande partie de ce camp de réfugiés palestiniens. Il faut savoir que depuis fin 2012, il est devenu un champ de bataille entre forces du régime de Bachar al-Assad et rebelles syriens, appuyés chacun par des groupes palestiniens. Comme nous l'explique Joseph Emmanuel. Une opération militaire de l'armée syrienne aura probablement lieu dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk. Inévitable, selon le ministre syrien de la Réconciliation nationale, après la prise de contrôle il y a une semaine d'une partie du camp par les djihadistes du groupe État islamique. Depuis fin 2012, ce lieu est devenu un champ de bataille entre forces du régime de Bachar al-Assad et rebelles syriens, appuyés chacun par des groupes palestiniens. La diplomatie de l'autorité palestinienne en appelle à mots couverts à une intervention armée. Vu la situation actuelle dans le camp de Yarmouk et puisque les faits ont changé, il est maintenant très difficile d'envisager, au moins dans le futur proche, une solution politique. L'autorité palestinienne et l'Organisation de libération de la Palestine vont soutenir toute décision prise par le gouvernement syrien. Soutenir le régime pour ne pas se retrouver à la merci de la barbarie djihadiste. Situé à 7 km de Damas, le camp de Yarmouk accueille 20 000 réfugiés palestiniens, de tout temps maintenus dans leur statut de réfugiés par un régime qui ne leur a jamais accordé la nationalité syrienne. Certains civils ont été évacués à la périphérie de Damas. Ils témoignent du peu qu'ils savent. Nous avons entendu qu'il y avait des combats, mais nous n'en savions rien. Quand ils sont arrivés, ils ont tué des femmes et des enfants. Et l'armée syrienne est entrée et nous a tous déplacés vers un autre lieu où nous étions en sécurité. Une sécurité réclamée par l'ONU. Son conseil de sécurité a demandé un accès sécurisé au camp palestinien. Il serait encore des milliers bloqués entre l'armée syrienne et l'État islamique dans l'une des zones de Damas, devenues les plus dangereuses du pays. Et toujours en Syrie, c'est une tragédie dans la tragédie à Raqqa, capitale autoproclamée de l'État islamique au milieu de la guerre. C'est une épidémie qui est en train de se propager. Mel Benoliel nous en dit plus. Raqqa, capitale autoproclamée de l'État islamique en Syrie, victime d'une épidémie. Plusieurs membres de l'organisation terroriste auraient contracté la leishmaniose, une maladie cutanée hautement contagieuse. De nombreux efforts sont actuellement mis en œuvre pour tenter d'endiguer la propagation du fléau.
Alors que des associations humanitaires cherchaient à lutter contre l'infection, elles ont vu leurs locaux fermés de force par l'État islamique. L'organisation terroriste a également confisqué du matériel et arrêté plusieurs officiers qui tentaient de combattre cette maladie potentiellement fatale. Le premier cas de cette infection parasitaire due à des protozoaires du genre Leishmania a été décelé en septembre 2013. À la mi-2014, plus de 500 personnes avaient déjà été atteintes. Pour certains activistes, Raqqa est en train de se faire massacrer en silence. La leishmaniose est transmise par un phlébotome attiré par les détritus générés par la guerre. Parfois mortelle, elle affecte gravement les parties du corps touchées. Au nord-est de Raqqa, on comptabilise désormais plus de 2500 contaminations. L'Organisation mondiale de la santé avait récemment déclaré que le système médical syrien avait fait faillite. L'épidémie se propage donc à grande vitesse dans un pays déjà dévasté par la guerre. L'État islamique dit avoir déployé entre 3 000 et 5 000 combattants dans la ville, dans l'espoir de renforcer son califat. C'est une affaire qui risque de raviver les tensions raciales aux États-Unis et cette fois-ci, la tragédie a été filmée. Un officier a été arrêté et inculpé de meurtre aujourd'hui. En Caroline du Sud, il a tiré plusieurs fois sur un homme noir non armé qui semblait fuir. Une bavure qui intervient dans un contexte de tensions raciales exacerbées par plusieurs affaires emblématiques depuis l'été 2014. On voit ça avec Julia Galancia. L'acte aurait pu rester impuni, mais en filmant la scène avec ses mains tremblantes, un témoin fait éclater la vérité et accable le policier. La scène se déroule samedi dernier dans la ville de North Charleston, en Caroline du Sud, après un banal contrôle routier. Walter Scott, un homme noir de 50 ans, circule dans un véhicule avec un feu cassé. Arrêté par la police, il sort de la voiture pour s'échapper dans un petit jardin public voisin. Rattrapé par un policier, l'incident tourne au drame. Walter Scott tente à nouveau de s'échapper et commence à courir. Le policier dégaine alors son arme et lui tire dans le dos sans la moindre hésitation à 8 reprises. L'homme s'effondre. Avant que la vidéo ne soit diffusée, le policier Michael Slager avait invoqué la légitime défense, affirmant que la victime l'avait tout d'abord agressé et s'était emparé de son taser, une version dénoncée par les proches de Walter Scott. Et s'il n'y avait pas eu de vidéo ? Et s'il n'y avait pas eu de témoin, ou un héros, comme je l'appelle, pour se manifester, alors ce ne serait pas arrivé. Parce que, comme vous pouvez le voir, les rapports initiaux ont déclaré quelque chose d'entièrement différent. Tout ce que nous voulions, c'était la vérité. Je ne pense pas que tous les agents de police soient de mauvais flics. Mais il y en a des mauvais et je ne veux plus voir quelqu'un se faire abattre de la façon dont mon frère a été abattu. Cette affaire intervient dans un contexte particulièrement tendu. Ces derniers mois, les cas de bavures policières filmées se sont multipliés aux États-Unis avec toujours le même scénario. Un policier blanc qui tue un suspect noir alors que l'emploi de la force semble exagéré. Dans ce dernier cas, la réaction des autorités a été immédiate. Nous avons 343 agents de police dans notre département. C'est une mauvaise décision prise par l'un d'eux. Et je pense que la leçon que nous tirons et que le public va retenir, c'est que quand un incident se produit, nous nous donnons le temps nécessaire pour enquêter, pour savoir exactement ce qui est arrivé, et ça nous permettra d'agir en conséquence. Le policier a été arrêté et inculpé de meurtre avec préméditation. Il risque la peine de mort ou 30 ans d'emprisonnement. Transféré au centre de détention du comté de Charleston, il devra expliquer à la justice pourquoi il a tiré 8 balles dans le dos d'un homme désarmé. Et en attendant, on vient d'apprendre justement que ce policier inculpé pour le meurtre de ce jeune noir vient d'être renvoyé donc des forces de police. Coup de filet anti-djihadiste en Espagne. 11 personnes soupçonnées de lien avec le groupe État islamique ont été arrêtées aujourd'hui en Catalogne. Plusieurs cellules soupçonnées de recruter des volontaires prêts à combattre en Syrie ou en Irak ont été démantelées ces derniers mois en Espagne. Dans le reste de l'actualité, la guerre est ouverte entre Marine Le Pen et son père. En réaction aux derniers propos polémiques qu'il a tenus, la patronne du Front National a décidé de s'opposer à la candidature de Jean-Marie Le Pen aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle envisage même des sanctions. On fait le point en images, puis décryptage à suivre. La guerre est déclarée chez les Le Pen et la rupture consommée entre le père et sa fille. La présidente du parti, créée puis dirigée par son père durant près de 30 ans, pose désormais des mots. On parle de nuisance, d'intérêt du parti ou encore de prendre des sanctions. Le casus belli, les propos tenus par Jean-Marie Le Pen il y a une semaine sur RMC, dans lesquels il qualifie, comme en 1987, les chambres à gaz de point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai
pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre. Un détail qui n'en est plus un pour les nouveaux cadres du parti frontiste. Le vice-président du Front National ose parler d'antisémitisme via son compte Twitter. L'entretien de Jean-Marie Le Pen dans ce torchon antisémite est parfaitement scandaleux et nos désaccords politiques désormais irréconciliables. Des désaccords majeurs également pour la figure montante du parti frontiste, Florian Philippot. La rupture politique avec Jean-Marie Le Pen est désormais totale et définitive. Jamais Marine Le Pen ne s'en était ainsi prise à son père. Et la mise à l'écart du président d'honneur de 86 ans n'avait par le passé jamais été une option, malgré les recommandations de plusieurs cadres du parti. Celui qui demeure la figure emblématique du Front National sape par ses propos l'entreprise de dédiabolisation de celle qui se voit devenir la première femme présidente de la République française. Oui, bien sûr, je serai candidate à l'élection présidentielle. Oui, au Front National, c'est le président du mouvement qui est candidat à la présidentielle. C'est démocratique. Je ne me sens pas... Oui, c'est démocratique. C'est un autre candidat qui a envie c'est démocratique puisqu'il y a un vote. Un vote qui lui offrait le pouvoir en janvier 2011, devenant ainsi la seconde présidente du parti frontiste. Ses ambitions de conquête du pouvoir se voient aujourd'hui entravées par l'irrédentisme d'un père fondateur devenu encombrant. Marine Le Pen s'est dit opposée à une candidature de son père lors des prochaines élections régionales. Une mise à l'écart pour éviter ce qu'elle nomme un suicide politique. Et pour parler de cette crise au sein du Front National, nous sommes en ligne avec André Berkoff, journaliste et écrivain, auteur de Bernard Tapie, Marine Le Pen, La France et moi. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est la première fois que Marine Le Pen s'en prend aussi violemment à son père, alors que finalement on est habitué aux sorties polémiques de Jean-Marie Le Pen. Pourquoi maintenant? Et est-ce que cette rupture est définitive selon vous? Pourquoi maintenant? Parce que je crois que c'était minuit moins 5 et qu'il était temps pour elle de tuer le père. Jusqu'à présent, elle pouvait s'accommoder, ou en tout cas faire semblant de s'accommoder des foucades de Jean-Marie Le Pen qui, lui, aurait toujours donné père et mère pour un bon mot et ne se fichait du pouvoir, puisque son problème et je dirais, son ADN était celui de la provocation, quand même, tout en surfant sur un fond de commerce très précis. Elle, ce n'est pas la provocation qui l'intéresse, c'est véritablement faire un parti de gouvernement et ambitionner le pouvoir. Et donc, à partir du moment où lui, qui évidemment vivait assez mal le fait que sa fille s'implantait beaucoup plus qu'il ne l'avait jamais fait, que donc si vous, elle n'avait pas d'autre choix aujourd'hui pour pouvoir passer à l'autre stade de vraiment tuer le père. Sans faire de psychanalyse d'école primaire, elle la joue à qui tout double, et c'est maintenant que ça va se passer, et on va voir ce qui va se passer. Donc, drame familial. Oui, vous dites un qui tout double, c'est parce que c'est un jeu dangereux, parce que finalement, il y a beaucoup de sympathisants du Front National qui se retrouvent toujours dans les propos de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que ça peut lui coûter cher, cette mise à l'écart? Alors écoutez, je crois, alors ça évidemment c'est très difficile à dire, et faire des statistiques là-dessus, ce serait présomptueux et audacieux. Je pense quand même que la majorité des gens qui suivent aujourd'hui le Front National, suivent plutôt la ligne de Marine Le Pen. Et la ligne de Marine Le Pen n'est pas, qu'on le veuille ou pas, et qu'on s'intéresse pas, et qu'on s'en déplore sans juriste, n'est pas la ligne de Jean-Marie Le Pen. Je crois qu'aujourd'hui, son qui tout double, c'est ça. Où effectivement, à la base du fond, il y a encore des bons nostalgiques de ces années-là, fait sécession, ou en tout cas renacle, ou en tout cas proteste et combat. Mais ça m'étonnerait que, vu le renouvellement du cadre, vu les victoires, même entre guillemets, qu'elle a eues aux municipales, aux européennes surtout, et enfin aux départementales. Quand je dis victoire, même si elle n'a pas eu un département, ils sont quand même à 25%, si vous voulez, des électeurs. Donc, je crois que s'ils veulent gagner, ils savent que ça se passe plutôt, en tout cas, par Marine que par Jean-Marie. Donc, son qui tout double est plutôt double que quitte, je crois. Merci beaucoup pour ce décryptage, André Berkoff. On va tout de suite rester en France car Manuel Valls a annoncé aujourd'hui une série de mesures pour soutenir l'investissement et l'emploi. Leur coût est estimé par Matignon à 500 millions d'euros pour 2015. On écoute le Premier ministre français. Nous allons mettre en place un avantage fiscal exceptionnel pour tous les investissements industriels réalisés au cours des 12
prochains mois. Tous les investissements industriels faits par toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, sont concernés par cette mesure. C'est un effort, là aussi, sans précédent, de 2,5 milliards d'euros au bénéfice de l'investissement industriel. Il permettra d'accélérer le renouvellement de notre outil de production, la conquête de parts de marché et donc, une fois encore, la création d'emplois. Voilà, on referme cette page consacrée à l'actualité en France pour évoquer ce nouveau rebondissement dans l'affaire du tombeau du Christ. Un géologue israélien prétend avoir découvert la tombe de Jésus et de son fils à Jérusalem. Il s'agit du docteur Aryeh Shimron. Il affirme aussi être en mesure de prouver que Jésus était marié et qu'il était père de famille. Les détails avec Maël Benoliel. Et si le tombeau de Jésus et de sa famille se trouvait en fait ici, à Talpiot, dans ce quartier résidentiel de Jérusalem? D'après ce journaliste d'investigation et ce géologue, il n'en ferait plus aucun doute. L'église du Saint-Sépulcre de la vieille ville ne renfermerait pas le tombeau du prophète des chrétiens. Sous cette modeste dalle de béton se trouve, selon toute vraisemblance, le tombeau de Jésus de Nazareth et de sa famille. Découvert pour la première fois au début des années 1980, au moment de la construction du quartier, les pelleteuses mettent à jour un caveau dans lequel reposent 10 ossuaires, des petits cercueils de pierre contenant des ossements. Sur l'un d'eux est écrit en araméen « Jésus, fils de Joseph ». Personne n'a semblé remarquer que les cercueils portaient des noms sur eux et cela a son importance. Outre celui marqué au nom de Jésus, les ossuaires trouvés dans le sépulcre portent les noms de Maria, qui évoque Marie, la mère de Jésus, de Marianne et pour le plus petit d'entre eux, de Judas, fils de Jésus. Mais les ossuaires tombent dans l'oubli, le caveau lui-même disparaît, scellé, il le restera jusqu'en 2005. C'est à cette époque que Simcha Jacobovici, à grand renfort d'experts, décide de mener son enquête et réouvre le caveau. Le docteur Aryeh Shimron fait partie de son équipe. Ce géologue entreprend il y a 7 ans des tests chimiques qui lui permettent d'établir aujourd'hui des concordances entre ce tombeau et l'ossuaire de Silouane, une urne funéraire du 1er siècle, retrouvée par hasard sur un marché d'antiquités dans les années 1970. Cette urne porte la mention « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». Les tests géologiques lui permettent de découvrir que le tombeau de Talpiot et l'ossuaire de Silouane étaient tous les deux recouverts d'une même argile. Une argile que l'on retrouverait uniquement dans les montagnes à l'est de Jérusalem. Ma recherche a établi qu'il existe un lien chimique très solide, tout à fait clair et vraiment convaincant, entre l'ossuaire de Jacques et les ossuaires que nous avons retrouvés ici. Pour le docteur Shimron, il semblerait tout simplement que l'ossuaire de Jacques a été retiré du caveau, ou par un phénomène naturel, ou de la main de l'homme, il y a bien longtemps. En dépit des critiques d'un certain nombre d'archéologues et de théologiens, les deux hommes sont sûrs de leurs faits. Si Joseph, Marie et Jésus étaient des prénoms très communs à l'époque, il y a peu de chances qu'une autre famille ait eu la même combinaison de prénoms que celle de Jésus de Nazareth. Je pense qu'il y aura un changement lent et progressif de la pensée. D'abord au niveau des protestants et puis ensuite au niveau de l'Église catholique. Mais je pense que ce sera extrêmement lent. Bien que controversées, les conclusions de Simcha et d'Aryeh pourraient s'avérer capitales pour le christianisme. Une chose est sûre en tout cas, Jérusalem, la ville 3 fois sainte, a encore beaucoup à nous apprendre. On les appelle les refusniks. Ces jeunes Israéliens refusent d'aller combattre pour Tsahal. Au début de l'opération israélienne à Gaza en juillet dernier, 58 d'entre eux ont écrit une lettre ouverte au Premier ministre. Ils leur annoncent leur refus de servir dans l'armée. Nous avons suivi ces objecteurs de conscience. C'est un reportage signé Uri Shapira et Léa Volbert. À 18 ans, Ido Ramon s'apprête à vivre une journée qu'il n'est pas prêt d'oublier. Comme tous les jeunes de son âge, il se rend à la base de recrutement de l'armée israélienne. Mais contrairement aux autres, il risque de terminer cette journée derrière les barreaux. Ce ne sera pas une partie de plaisir, mais je vais m'en sortir. Beaucoup de gens me soutiennent. Tsahal ne réussira pas à me briser.
Et ils sont venus par dizaines apporter leur soutien à Ido et à 3 autres refouzniks. 2 d'entre eux purgent actuellement une peine d'emprisonnement pour leur refus de rejoindre les rangs de l'armée. Je suis venu apporter mon soutien aux objecteurs de conscience. En tant que père d'une fille qui rentre bientôt à l'armée, je suis venu lui indiquer la direction à suivre. C'est de cette manière que nous pouvons créer un mouvement d'opposition à l'occupation en Israël. Le service militaire est obligatoire en Israël à quelques exceptions près. Certains en sont exemptés pour des raisons religieuses ou médicales. Quant aux objecteurs de conscience, ils sont entendus par une commission spéciale et risquent la prison. Une perspective qu'Ido semble accepter, convaincu de son droit de s'opposer à ce qu'il qualifie de politique d'occupation. L'idée de créer le changement de l'intérieur n'est pas réalisable dans l'armée. C'est une entité qui cautionne la violence et l'usage de la force. Peu importe que ce soit moi ou Mahatma Gandhi qui presse la détente, l'armée poursuivra ses activités. Ce n'est pas le premier cas similaire en Israël. En 2005, des activistes de droite avaient refusé de participer au désengagement de la bande de Gaza. Le boxeur légendaire Mohamed Ali avait à l'époque refusé de servir au Vietnam. Mais en Israël, ce genre de comportement est généralement assez mal perçu. Allez, on parle de football et encore une flambée de violence. Cette fois, des dizaines de personnes auraient pu être tuées. Le bus de l'équipe turque de Fenerbahçe a été pris pour cible par un tireur samedi. Ça s'est passé après un match dans la région de Trabzon. Le chauffeur du bus, avec beaucoup de sang-froid, a pu éviter le bain de sang, vous allez le voir. Aujourd'hui, 2 suspects ont été arrêtés. Le championnat est suspendu. Alors, comment on est arrivé là? Explication, Lise Barenbaum. 2 suspects ont été arrêtés à Trabzon par la police turque, 4 jours après l'attaque armée du bus de l'équipe de football de Fenerbahçe suite à la victoire du club contre la ville voisine de Rize. Les 2 hommes, âgés de 38 et 27 ans, sont actuellement interrogés et nient les accusations à leur encontre. Samedi, les tirs avaient endommagé le véhicule et blessé grièvement le chauffeur du bus, parvenu, avec l'aide des agents de sécurité du club, à immobiliser le véhicule sans dommages. Nous avons trompé la mort, que Dieu nous protège. J'espère que notre chauffeur va s'en sortir. Je n'ai aucun mot, c'est incroyable. La Fédération turque de football a suspendu le championnat pour 1 semaine. Nous avons suspendu le championnat car nous pensons que cet incident est une attaque terroriste. Nous prenons aussi en compte l'état psychologique des joueurs. Le club stambouliote, qui qualifie cet acte de tentative d'assassinat, a indiqué qu'il refuserait de rejouer tant que l'affaire ne serait pas élucidée. La nature de cette attaque est évidente. C'est une tentative d'assassinat des 41 passagers du bus, dont 19 footballeurs. Il n'y a aucune autre explication à chercher. C'est une tentative d'assassinat contre Fenerbahçe. Le procureur de Trabzon, qui a ouvert une enquête pour tentative de meurtre avec préméditation, a annoncé qu'un homme identifié sous les initiales MD a été placé en garde à vue pour avoir menacé Fenerbahçe sur Internet. Le ministre turc de l'Intérieur a déclaré que l'arme du crime, un fusil de chasse, a été retrouvée dans une rivière à proximité des lieux de l'incident. Les mesures de sécurité vont être renforcées pour éviter de tels incidents lors des matchs à l'extérieur. Ces mesures seront prises pour parer à tout danger dans le futur. Cette agression, dont la gravité est inédite en Turquie, a suscité l'indignation générale dans le pays. L'équipe, qui a pu rentrer à Istanbul quelques heures plus tard, a été accueillie en pleine nuit par des centaines de fans, mais la blessure reste vive. La Turquie traverse une période difficile. Cet événement n'est pas un simple incident, c'est très grave, extrêmement grave. La rivalité entre les 3 principales équipes stambouliotes, Fenerbahçe, Galatasaray et Beşiktaş, est très vive et donne souvent lieu à des règlements de compte. Depuis 2011, la Turquie peut sanctionner de 3 ans de prison ferme les violences effectuées dans le cadre sportif. Une question à présent, la Grèce serait-elle en train de se tourner vers l'Est? Alexis Tsipras a rencontré aujourd'hui Vladimir Poutine à Moscou, et alors qu'Athènes doit passer à la caisse demain pour régler 450 millions d'euros au Fonds monétaire international, et bien la visite du Premier ministre grec a tout l'air d'un rapprochement stratégique. Explication, Elsa Mourgue. Rencontre au Kremlin entre Vladimir Poutine et son homologue grec. Alexis Tsipras est arrivé à Moscou mardi soir. Le but de sa visite, la reprise des relations économiques entre les 2 pays.
Entre 2009 et 2013, le chiffre d'affaires entre nos deux pays avait plus que doublé. Mais malheureusement, l'année dernière, il a diminué de 40% d'un coup. C'est pourquoi, bien sûr, je crois que votre visite ne pouvait pas intervenir à un meilleur moment, parce que nous devons analyser ce que nous pouvons faire pour restaurer le taux de croissance précédent. La Russie pourrait par exemple décider de lever uniquement pour la Grèce l'embargo alimentaire qui pèse sur les produits européens. Du coup, la visite de Tsipras prend aussi une tournure politique. L'objectif de ma visite est de donner un nouvel élan à nos relations afin que les deux nations en tirent des bénéfices pour la stabilité et la sécurité de la région. Et l'Union européenne regarde d'un mauvais œil cette rencontre au sommet, effrayée qu'Athènes recherche en Moscou un nouveau partenaire au risque de délaisser l'Europe, notamment car la Grèce fait partie des rares pays à s'être opposé aux sanctions européennes contre la Russie dans le dossier ukrainien. Côté finances, la Grèce s'est voulue rassurante et Yanis Varoufakis a réaffirmé que la crise grecque se résoudrait dans le cadre de la famille européenne. Voilà, et puis avant de refermer cette deuxième partie, une information qui vient de nous parvenir, elle concerne le procès sur les attentats de Boston. Les 12 jurés à ce procès sont parvenus à un verdict sur la culpabilité ou non de l'accusé Dzhokhar Tsarnaev. En tout cas, s'il est reconnu coupable, je vous rappelle que Dzhokhar Tsarnaev encourt la peine de mort. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Je vous retrouve dans quelques instants dans le Grand Direct. Ce sera l'heure du débat consacré aux élections 2016 aux États-Unis. On parlera du Parti républicain car un nouveau candidat s'est présenté. Quel enjeu pour l'avenir également dans les relations avec Israël? On en parlera avec nos experts. C'est dans un instant. Ne bougez pas.